une de l'actualité de ce jeudi soir, ouverture du bureau de l'UNESCO demain vendredi à Abidjan. La directrice de l'organisation, Irina Bokova, a été reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. Les enseignants du primaire et du secondaire recevront le paiement des arriérés de leur prime de correction, annonce faite par le ministre de la fonction publique. C'était à l'occasion de la réunion solennelle de rentrée au lycée Sainte-Marie de Cocody. La Côte d'Ivoire obtient plusieurs médailles aux Jeux de la francophonie. Le ton a été donné par Suzanne Kragbe, médaillée de bronze dans la catégorie littérature. Hors de nos frontières, nouveau bras de fer entre l'opposition guinéenne et la commission électorale à l'approche des législatives, à l'origine de la discorde, le fichier électoral. Il est 23h, c'est votre journal sur RTI 1. Bienvenue à tous. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a foulé le sol ivoirien cet après-midi. Elle est venue prendre part à Abidjan à la cérémonie d'ouverture demain vendredi du bureau de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. La directrice Irina Bokova a été reçue au palais présidentiel par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Viviane Haïm. L'UNESCO, qui a toujours apporté un important soutien au secteur de l'éducation en Côte d'Ivoire, se dote désormais d'un bureau permanent en Côte d'Ivoire, dont l'inauguration aura lieu ce vendredi 13 septembre. La création de ce bureau permanent ici à Abidjan est un avantage supplémentaire accordé à la Côte d'Ivoire qui pourra bénéficier d'un soutien accru de l'UNESCO pour améliorer son système éducatif. C'est de encore une fois rendre hommage à tous vos efforts pour la paix, pour la stabilité, pour la croissance, pour le développement durable de votre pays. Notre nouveau bureau ici de l'UNESCO qui va soutenir vos efforts dans le domaine de l'éducation, de la formation des enseignants, dans la scolarisation des enfants, l'alphabétisation, la science, la recherche et bien évidemment la culture. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, est arrivée ce jeudi après-midi à Abidjan pour la cérémonie d'ouverture ce vendredi. Reçu au palais présidentiel, le président de la République, Alassane Ouattara, lui a exprimé la reconnaissance de tout le peuple ivoirien. Je voudrais, madame, vous dire à quel point nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Et nous savons que vous venez ouvrir le bureau de l'UNESCO ici. Et c'est une grande marque de confiance et de témoignage de la normalisation de la situation et aussi toutes les activités que vous avez décidé de mener pour les Ivoiriens, pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Vous êtes donc la bienvenue et je suis heureux de vous accueillir. La journée de ce jeudi a été meublée par plusieurs audiences accordées par le chef de l'État, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Le chef de l'État a, au cours de la matinée, reçu la direction du groupe Torian, spécialisé dans le domaine de l'extradition du manganèse. Le président de la République s'est également entretenu avec le Premier ministre bissau-guinéen. Viviane Haïm. Le groupe Torian opère dans le domaine des mines, spécialement dans l'extraction du manganèse. Sa filiale en Côte d'Ivoire est en train d'installer une usine d'enrichissement du manganèse à Bandoukou et a ouvert plusieurs sites de prospection, notamment à Odiéné et Toumodi. La direction du groupe, comprenant son président, Sachine Bajla, qui est aussi le président de sa filiale en Côte d'Ivoire, et l'administrateur général du groupe, Ansou Bajla, a traduit au président de la République, Alassane Ouattara, sa volonté d'accroître ses investissements en Côte d'Ivoire. Si grâce à la CEDEAO et au leadership de son président en exercice, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, le Mali a retrouvé la paix et la confiance internationale, la Guinée-Bissau, elle aussi, grâce à la CEDEAO, s'apprête à renouer avec la normalité. Nous sommes dans la dernière étape, a déclaré à la presse le Premier ministre bissau-guinéen Rui Duarte Barros à la tête d'une importante délégation
comprenant le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Guinée-Bissau, le représentant spécial du président de l'Union africaine et le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO. La rencontre avec le chef de l'État ivoirien, président en exercice de la CEDEAO, a porté sur l'organisation des élections générales en Guinée-Bissau prévues le 24 novembre prochain. Nous sommes dans la dernière étape. La dernière étape, c'est les élections. Donc, maintenant, nous sommes avec quelques difficultés de financement pour faire les élections générales à la date prévue 24 novembre. Donc, c'est ce tour que nous sommes en train de faire pour faire le compte rendu au chef d'État de la sous-région. Donc, pour avancer très vite possible. Une autre audience, cette fois accordée par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Le chef du gouvernement a reçu aujourd'hui M. Jean-François Lisée, ministre canadien chargé des relations internationales. Le ministre Jean-François Lisée était accompagné d'hommes d'affaires. Tous sont présents dans le cadre du Forum économique Côte d'Ivoire-Québec ouvert hier et organisé par le CPC. Hugues Hervé-Blé. L'audience de ce jeudi a été accordée aux ministres des pays de la CEDEAO. Avec eux, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a parlé de préservation de l'écosystème forestier de l'Afrique de l'Ouest. Les hôtes du Premier ministre sont à Abidjan pour l'adoption du plan de convergence pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers de l'Afrique de l'Ouest et du programme d'action sous-régional de lutte contre la désertification. L'environnement, c'est quelque chose qui appartient à l'humanité et à tout un chacun. Nous lui avons parlé du fait que nous sommes en train de mettre ensemble nos efforts au niveau régional pour améliorer notre cadre de vie, l'environnement. Et nous lui avons parlé du fléau que constitue la déforestation aujourd'hui sur nos économies nationales, sur notre agriculture qui est la base de nos économies. En Côte d'Ivoire, le ministre canadien chargé des relations internationales est venu accompagné d'une centaine d'hommes d'affaires. Au Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, il a expliqué que les investisseurs québécois sont venus nouer des partenariats avec le secteur privé, local et l'État ivoirien. Nous voulons être au rendez-vous de cet extraordinaire rebond que connaît la Côte d'Ivoire depuis 1 an et demi. Alors nous avons discuté d'un très grand nombre de projets en termes agroalimentaires, en termes de formation, en termes de développement minier. Nous sommes dans une séquence de construction d'un socle de collaboration multiforme que nous souhaitons inscrire dans la durée. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan se rendra au Québec avant la fin de ce mois afin de dynamiser les relations d'affaires entre chefs d'entreprise ivoiriens et québécois. Et après cette audience à la primature, les opérateurs économiques québécois se sont rendus au port autonome d'Abidjan. Les temps forts de cette visite avec Victorine Yaoyoboué. L'économie verte est une réalité au Québec. Le Québec aujourd'hui, c'est 1500 entreprises pour plus de 28 000 emplois verts, un marché carbone et des normes environnementales. Le ministre québécois du Commerce extérieur, Jean-François Lisée, pense que si cette province canadienne a réussi le passage à l'économie verte, la Côte d'Ivoire peut en faire autant. Ce que compte faire effectivement le gouvernement ivoirien en s'inspirant de l'expérience canadienne. Le pays dispose d'une feuille de route pour améliorer la transition vers l'économie verte. Le président Atelier rentre donc bien dans la vision du gouvernement du partage d'expériences et de pratiques en matière de promotion et de développement durable. La Côte d'Ivoire bénéficie déjà de l'expertise québécoise, mais dans un tout autre domaine, celui de la sécurité maritime. Une structure canadienne vient de renforcer les capacités des sapeurs-pompiers du port autonome d'Abidjan. Ils pourront désormais combattre les incendies sur les navires. Étant pompiers de terre, on n'était pas outillés à intervenir sur les navires. Je pense que cette formation est venue renforcer nos capacités d'intervention à bord des navires. Ça va renforcer la sécurité et donner confiance aux armateurs. Un partenariat est en vue entre la Côte d'Ivoire et le Québec pour une meilleure coopération dans le secteur des transports. Et toujours dans le cadre de la coopération Côte d'Ivoire-Québec, il y a eu une rencontre aujourd'hui entre le président de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire et le directeur général des élections du Québec. Les deux hommes ont échangé sur les expériences de leurs pays respectifs en matière d'organisation des élections. Justine Saïdjiki.
Durant 1h30, le président de la commission électorale indépendante Youssouf Bakayoko et le directeur général des élections du Québec, Jacques Drouin, se sont entretenus sur leurs expériences respectives en matière d'organisation des élections. Jacques Drouin exhorte la commission électorale indépendante à s'inspirer des acquis du Canada. Mais on a convenu quand même que les membres de la commission, le président probablement, allait venir faire une mission au Canada, au Québec, pour venir voir comment c'est organisé, comment on fonctionne, comment on traite l'indépendance de la commission. C'est pas une commission chez nous, c'est un directeur général d'élection. Youssouf Bakayoko, quant à lui, salue le partenariat de coopération technique pour l'organisation des élections en Côte d'Ivoire établi entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Nous avons passé en revue tout ce qui peut constituer la base d'un rapport direct et important pour la commission électorale en Côte d'Ivoire. Il est bon que nous maintenions ce type de rencontres qui nous permettent de faire évoluer les choses et de renforcer la relation qui existe déjà entre les différentes commissions. Le Parlement de la CEDEAO pour plus de pouvoir au sein de l'institution ouest-africaine. Les ministres de la Justice des États membres sont en conclave en Côte d'Ivoire pour débattre de la question. Ne jouant jusque-là qu'un rôle consultatif, le Parlement de la CEDEAO veut devenir un organe législatif et avoir des pouvoirs budgétaires. L'Ivoirien Ngolo Coulibaly vient d'être élu à la tête de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA. C'était à l'issue de la 3e Assemblée générale ordinaire de l'association. Ces assises ont refermé leurs portes aujourd'hui à Abidjan. Herman Niamien. Ngolo Coulibaly est le nouveau président de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA. Il a été élu au terme de la 3e Assemblée générale ordinaire des médiateurs de l'UEMOA. Absent à ces assises d'Abidjan, le secrétaire général de la médiature ivoirienne, Panan Coulibaly, a traduit en son nom sa gratitude à ses pairs pour le choix porté sur sa personne. Il a promis assurer ses fonctions avec responsabilité et abnégation. Quant au sortant, le professeur Albert Tevoguiré, il a été distingué par l'État de Côte d'Ivoire pour sa contribution à la résolution de la crise ivoirienne. Le médiateur de la République du Bénin a été élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national. Le chemin de la facilité est terminé. Il faut prendre le chemin qui permet d'arriver à la théophanie. Ce chemin-là est parfois rocailleux, mais il est plus sûr. Par le travail, nous pouvons arriver à devenir une Afrique prospère dans un monde prospère. Le professeur Albert Tevoguiré, qui prend sa retraite à la fin du mois de septembre, a été également fait médiateur et mérite par ses homologues. Pour une contribution efficace au règlement des conflits dans la sous-région, les médiateurs de l'UEMOA se sont engagés à travailler à faire ajouter à leur mandat le règlement des conflits inter-États. Ils réfléchissent également à faire adopter les meilleures méthodes de prévention des conflits afin d'assurer la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Cette décision devrait soulager les enseignants de Côte d'Ivoire. Le ministre de la fonction publique a annoncé le paiement intégral des peines de correction et d'autres liées au reclassement indiciaire des enseignants du primaire et du secondaire. L'annonce a été faite au cours de la traditionnelle réunion de rentrée au lycée Sainte-Marie de Cocody. Dans le préscolaire, primaire et le secondaire, les cours débuteront effectivement le 16 septembre prochain et les enseignants sont invités à respecter le volume horaire. 930 heures au total. 330 pour le premier trimestre qui part du 16 septembre au 6 décembre 2013. 300 heures pour le deuxième trimestre qui commence le 9 décembre 2013 pour s'achever le 7 mars 2014. Et 300 heures de cours pour le dernier trimestre. Autre recommandation majeure de la ministre de tutelle, Kandia Kamara. La montée du drapeau les lundis et de sa descente les vendredis dans les écoles primaires, les collèges et les lycées. La stricte interdiction du recrutement parallèle. L'interdiction de la vente de fascicules imposée aux élèves en remplacement des manuels scolaires officiels. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Nyamia Kona, lui, est revenu sur les revendications financières des syndicats des enseignants du primaire et du secondaire. J'ai le privilège de vous annoncer que les promesses que le gouvernement vous a faites concernant les 25% restants
sont déjà prises en compte dans le budget 2014. Nous allons mettre en place des tests qui récompensent les meilleurs professeurs, les meilleurs instituteurs, c'est-à-dire ceux qui ont les meilleurs résultats aux examens. À cette réunion solennelle de rentrée scolaire était présente la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Anne-Désirée Ouloto plaide pour la protection des élèves. Pour l'année 2012-2013, 2500 cas de grossesse ont été dénombrés dans nos établissements scolaires. De très nombreux autres défis à relever, notamment le phénomène de la violence sexuelle à l'école. Et quelquefois, hélas, de la part d'enseignants sur des élèves. De l'alcoolisme en milieu scolaire. Il a été proposé la mise en place d'un comité de sensibilisation et d'éveil pour la lutte contre les violences faites aux enfants à l'école. Reportage signé Francis Boifou. L'athlète ivoirienne Muriel Auré vient d'être honorée. La double médaillée d'argent aux championnats mondiaux d'athlétisme de Moscou a été faite ambassadrice de la promotion du genre par la ministre Anne Ouloto. Muriel Auré a désormais la responsabilité de lutter pour la cause de la jeune fille en Côte d'Ivoire. Gabriel Zani. Muriel Aouré s'engage physiquement et avec énergie dans la lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire. C'est ce qui ressort de sa rencontre avec Anne-Désirée Ouloto. 2500 élèves ont été victimes de grossesses précoces durant l'année scolaire écoulée. Ce mercredi, au cabinet du ministère de la Solidarité, la vice-championne du monde du sprint féminin a été élevée au rang d'ambassadrice de la promotion du genre. Chaque élève, chaque étudiante qui se retrouve en Muriel, fasse comme elle. Sacrifice, effort, abnégation, travail, discipline. Et je suis convaincu que nous aurons demain de grandes dames à la tête de la Côte d'Ivoire. Muriel Aouré porte en elle les germes du succès de la jeune fille. Elle sait ce qu'elle veut pour ses études et pour sa passion, l'athlétisme. Tout premièrement, j'ai fait mes études aux États-Unis. J'ai commencé par l'école, l'éducation. J'ai pas fait l'athlétisme comme ça. L'athlétisme, c'était la deuxième, c'était comme un sport de passion. Donc, je me suis mise au travail. Rien de grand et de bon dans la vie vient facilement. J'ai vraiment souffert et travaillé très très dur pour arriver où j'y suis en ce moment. Le ministre de la Solidarité compte créer une plateforme pour favoriser les échanges entre le ministère et les jeunes filles. Mais force est de reconnaître que le travail dans le milieu des élèves est vaste. Pour Anne-Désirée Ouloto et Muriel Aouré, les projets ne manquent pas. Bientôt, des spots publicitaires avec Muriel Aouré invitant les filles au travail seront réalisés et diffusés. Direction Nice pour les Jeux de la francophonie. L'Ivoirienne Rosine Kakou, plus connue sous le nom de Yeni Djidji, a reçu la médaille de bronze dans la catégorie littérature. Il s'agit de la toute première médaille obtenue pour la Côte d'Ivoire. Sébastien Ounier. La nouvelle apportée par Kakou Fonou Nguessan Rosine s'appelle L'Enfant Pierre. Elle a été présentée sous forme de lecture suivie d'ateliers. Une nouvelle qui pose les problèmes de la vie. Au niveau des enfants Pierre, j'ai abordé plusieurs thèmes, notamment la pauvreté et la prostitution. Alors j'ai voulu montrer qu'il fallait être un peu plus tolérant envers certaines attitudes des personnes qui nous entourent, parce que parfois il y a des circonstances atténuantes, mais que en toute chose, en toutes circonstances, tout concourait au bien de ceux qui avaient un cœur pur, de ceux qui aimaient Dieu. En gros, voilà. L'Enfant Pierre de Kakou Fonou raconte également une histoire. Soraya est une fille qui est issue d'un milieu précaire, mais elle refuse toutes les propositions de ses amis visant à l'attirer dans la prostitution. Elle préfère être domestique. Et puis son père tombe malade, elle a besoin d'argent urgemment. Elle finit par se tourner vers cette proposition indécente-là. Mais à la fin, ça finira bien. 22 pays ont participé à ce concours de littérature. Kakou Fonou Rosine a obtenu la médaille de bronze, la première de la Côte d'Ivoire à ces Jeux de la francophonie, dévancée par M. Edgar Cosna de la Fédération Wallonie, Bruxelles, médaille d'argent, et Guillaume Corbeil du Canada, médaille d'or. Toujours aux Jeux de la francophonie, la Côte d'Ivoire s'est offert sa première médaille d'or et c'est avec Suzanne Kragwe, lanceuse de disques.
Dans la discipline du judo, Dabone Zouleya a obtenu la médaille de bronze dans la catégorie 52 kg. L'équipe féminine de basket s'est quant à elle qualifiée pour la finale. Sébastien Ounien. La radiodiffusion télévision ivoirienne a reçu aujourd'hui un important lot de matériel audiovisuel. Le matériel a été offert par le don de gouvernance et de développement institutionnel. Il comporte des caméras, une table de montage, des micros HF et des lampes d'éclairage. Le tout estimé à 30 millions de francs CFA. Au nom du directeur général, le directeur général adjoint de la RTI, Adama Yeo, a traduit sa reconnaissance aux donateurs. Le RDR, Rassemblement des Républicains, a présenté sa nouvelle carte de militant. La cérémonie a eu lieu hier au siège du parti. La nouvelle carte de militant est sécurisée et infalsifiable. Explication, Patricia Omoetia. Carte moderne et infalsifiable. Matériel technique de haute technologie. Le Rassemblement des Républicains s'inscrit dans le cadre de la modernisation. L'équipe technique composée de jeunes militants du RDR a reçu une formation pour l'impression, la production et l'organisation de la diffusion des cartes. Fiable et rapide, le logiciel produit plus de 125 cartes en 1 heure, indique le représentant de l'entreprise. Selon le secrétaire général du RDR, ce moyen de modernisation des cartes d'adhésion a pour but de maîtriser et localiser les militants. La volonté que nous avons, c'est de mettre à la disposition du chef de l'État un parti moderne. 1000 francs CFA, c'est le coût de la carte. Le début de la production des cartes de membres du Rassemblement des Républicains est prévu pour la semaine prochaine. Allons à présent hors de la Côte d'Ivoire à la découverte de la vie à Soweto, une banlieue sud-africaine située à 15 km de la capitale Johannesburg. Et dans ce quartier, Nelson Mandela a passé 15 années de sa vie. Delphine Gla. Chant en zoulou pour dire bonne arrivée aux touristes. Nous sommes à Soweto, le plus peuplé des townships de l'Afrique du Sud. Ce quartier est à 15 km au sud de Johannesburg. Sa population était estimée en 2009 à 1 300 000 habitants. Ici, la vie suit son cours. Des vendeurs proposent, comme d'habitude, un peu de tout. Les chômeurs, eux, tuent le temps sous le froid soleil de l'hiver austral. C'est à Soweto, l'énorme township que Mandela a vécu pendant une quinzaine d'années. Il dit que la première fois il a rencontré le président Mandela, c'était au stade, là, le plus grand stade d'ici. If I'm correct, it was April 1993. C'était autour d'avril 1993. C'est ce jour-là, vu que c'est un leader. Mandela, un leader, combattant de la liberté. Il a apporté la stabilité et la paix à l'Afrique du Sud. Madiba, il faut le rappeler, a fêté ses 95 ans le 18 juillet dernier. Une journée désormais reconnue par l'ONU. Pendant le Mandela Day, les citoyens du monde entier sont appelés à faire de bonnes actions en son honneur. Rappelons que l'ancien président sud-africain Nelson Mandela est rentré chez lui dimanche 1er septembre dernier après quasiment 3 mois d'hospitalisation et recevra à domicile les mêmes soins intensifs qu'à la clinique, son état de santé étant toujours critique. Depuis l'apparition de la Vierge Marie à la petite Bernadette Soubirous, la petite ville de Lourdes est devenue aujourd'hui un haut lieu de pèlerinage. Et cette année encore, les chrétiens catholiques sont venus nombreux pour célébrer la Vierge Marie. Avec Thérèse Tapé-Yoboué, revivons les différentes étapes religieuses de Lourdes. La procession est la première étape que les délégations observent après leur arrivée à Lourdes. Elle débute de l'hôtel où chaque délégation a été accueillie jusqu'à la grotte de Massabielle où la Vierge est apparue 18 fois à la petite Bernadette Soubirous. Pendant cette procession, une grande bougie aux couleurs du pays est portée par des hommes. Cette bougie représente la douleur, le fardeau, des difficultés d'un peuple qu'on dépose dans les saintes mains de la Vierge Marie. Une manière pour lui dire qu'on vient pour solliciter son secours. Il s'agit aussi de se rapprocher de son Fils Jésus qui invite à une conversion profonde dans le renoncement de soi-même, dans la pénitence, dans l'écoute et la pratique de sa parole qui éclaire la vie de chaque chrétien. Une autre étape consiste au toucher de la grotte de Massabielle
où l'on fait monter prière et intention. Ensuite, c'est le bain. L'esprit des maladies, de n'importe quoi, tout est resté dans le aujourd'hui. Donc je rends grâce à Marie. Ça fait des années que je ne me suis pas lavé à l'eau froide. Et j'avais tellement peur. Bizarrement, je me sens bien. Voilà, je suis fortifiée, je suis guérie. Également, le chemin de croix. Chemin parcouru par Jésus de sa condamnation jusqu'à sa mort. Un chemin qui invite le chrétien à prier pour tous ceux qui sont écrasés par l'intolérance, la méchanceté, le poids des blessures de la vie. Un chemin qui appelle le chrétien à se relever comme Jésus sur le chemin de sa passion et à rencontrer le regard de tendresse de Marie, la bienheureuse. Au Sénégal, après plusieurs heures d'audition, Karim Wade est à nouveau devant le procureur. L'ancien ministre sénégalais doit être entendu dans le dossier de la traque des biens mal acquis. Extrait de sa cellule très tôt ce 11 septembre, Karim Wade a été présenté au procureur de la Cour de répression de l'enrichissement illicite sous haute sécurité. Les journalistes mobilisés pour l'occasion n'ont pu avoir la moindre image du fils de l'ancien président sénégalais. Ses partisans ont eux aussi été tenus à l'écart des lieux pour éviter tout débordement. Officiellement, les raisons de cette nouvelle comparution de Karim restent inconnues, ce qui provoque l'indignation des militants du Parti démocratique sénégalais dont il est membre. Il est temps de le libérer, de toute façon. Il a fait pratiquement 5 mois ici. On ne l'a jamais interrogé pendant les 5 mois. Ça montre vraiment ce qu'on appelle le déni de justice là. Parce que 5 mois sans être une fois interrogé. Selon des informations parues dans la presse, Karim Wade serait convoqué pour justifier l'origine de nouveaux avoirs découverts lors des enquêtes diligentées pour voir clair dans sa fortune. Ajouté aux 694 milliards précédemment découverts dans son patrimoine, sa fortune personnelle serait maintenant portée à plus de 800 milliards de francs CFA. Après le rendez-vous de ce mercredi, Karim Wade retourne devant le procureur de la CREI vendredi. Accusé d'enrichissement illicite, l'ancien ministre d'État sous le régime de son père Abdoulaye Wade a été placé sous mandat de dépôt depuis le 17 avril dernier. À quelques jours des législatives prévues le 24 septembre en Guinée, l'opposition estime que le fichier électoral comporte des irrégularités. Elle exige que la commission électorale indépendante procède à un nouvel affichage de ce fichier dans les bureaux de vote. 5 millions d'électeurs au total, 30% d'inscrits en plus dans le fief du pouvoir, alors que leur nombre stagne, voire régresse partout ailleurs en Guinée. Les opposants à Alpha Condé en sont sûrs, la commission électorale prépare des fraudes. En début de semaine, une version numérique du fichier électoral corrigé a été remise à l'opposition. 250 000 pages à vérifier pour débusquer d'éventuelles erreurs. L'opposition n'en a pas les moyens. Elle réclame un nouvel affichage. Sur un affichage public organisé sur toute l'étendue du territoire national pourra permettre d'établir que le fichier est de nouveau propre. Si nous ne sommes pas entendus, nous serons dans l'obligation, entre autres, d'engager des marches et des manifestations de plusieurs natures sur les places et sur les voies publiques. Réafficher les listes, refus net de la CENI. Elle invoque un délai trop court, à 12 jours du scrutin, qui obligerait à reporter le vote. Devant la menace de l'opposition de reprendre les manifestations, le camp présidentiel brandit le risque de nouvelles violences. Chaque fois que nous avons des marches ici en Guinée, ça suivi de mort. Il faut accepter d'aller aux élections le 24 septembre. En tout cas, le RPG Arc-en-Ciel, pour le moment, nous sommes prêts et nous voulons aller aux élections. Et nous leur demandons également la main dans la main. La politique, ce n'est pas un combat, c'est un débat d'idées. L'ultimatum lancé par l'opposition à la CENI pour réclamer un nouvel affichage des listes arrive à échéance ce soir, en pleine campagne électorale. À mesure que le scrutin se rapproche, les Guinéens redoutent de nouveaux incidents. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI1.